Les barreaux du lit de fer étaient noirs, de la même forme que les dossiers des chaises des Champs-Élysées ou du bois de Boulogne. Désiré couchait sous le plafond en pente. La lucarne restait ouverte. Des oiseaux se chamaillaient sur la corniche. Des camionnettes, venues de loin, cheminaient bruyamment dans le fond des rues et convergeaient vers le marché aux fleurs. Les bruits arrivaient si nets à travers le peu d'épaisseur de l'air qu'on s'attendait à recevoir des bouffées, des mimosas et des œillets entassés. Presque tout de suite, Désiré sombrait. Il coulait d'abord à pic, entraîné par un tourbillon. Mais ce n'était pas désagréable. Il n'avait pas peur. Il savait qu'il ne toucherait pas le fond. Comme un ludion dans sa bouteille, il remontait. Pas jusqu'à la surface non plus. Il redescendait et remontait encore. Et, presque toujours, c'était pendant des heures la même chose. Des allées et venues lentes ou brutales, entre le vide glauque du fond et cette surface invisible au-dessus de laquelle le monde continuait à vivre. La lumière était celle qu'on observe dans les calanques de la Méditerranée, celle du soleil, dont il avait toujours conscience, mais diluée, diffuse, parfois décomposée comme à travers un prisme, tout d'un coup violette, par exemple, ou verte, du même vert idéal que le fameux et insaisissable rayon vert. Les bruits l'atteignaient, comme ils doivent atteindre les poissons dans l'eau. Des bruits qu'on n'entend pas avec ses oreilles, mais avec tout son être, qu'on absorbe, qu'on digère, et dont il arrive que le sens soit complètement changé. L'hôtel restait longtemps silencieux, car tous ceux qui l'habitaient étaient des gens de la nuit. Mais il y avait, en face, une bête méchante, une auto qu'on sortait d'un garage, toujours à la même heure, qu'on lavait, au bord du trottoir, sous un jet crépitant, et dont ensuite on mettait le moteur en marche. On s'y prenait à plusieurs fois. C'était angoissant. Il attendait, tendu, que la voix enrouée devint normale. Et alors, pendant des minutes, il n'avait jamais su combien, c'était un bourdonnement qui sentait l'essence, qu'on devinait bleuté. Qu'est-ce que le chauffeur pouvait faire? Il était en casquette, en manches de chemise, des manches d'un blanc éblouissant, à astiquer tranquillement les nickels pendant que la bête s'échauffait. Il y avait un tramway qui, toujours à la même place, dans une courbe, sans doute, s'emballait et semblait heurter le bord du trottoir. En descendant plus profond, les sons devenaient différents. Les images perdaient leur netteté, se dédoublaient même. Il existait, par exemple, un jet d'eau, peut-être au moment où une femme se lavait dans la mansarde voisine, vers 11 heures. Dans le jardin du Vésinet, où les parents de M. Monde avaient une propriété, et où, enfant, il dormait, les fenêtres ouvertes, pendant les vacances. Il voyait nettement le jet d'eau, la pierre humide et noire, mais il y avait quelque chose qu'il ne retrouvait pas, l'odeur de l'air. Il cherchait à quoi l'air de là-bas, l'air des vacances, ressemblait. Peut-être aux chèvrefeuilles. Il montait, léger comme une bulle, s'arrêtait au moment de crever la surface invisible. Il savait néanmoins que le soleil coupait en deux sa fenêtre à tabatière, que le pied du lit allait être atteint, qu'il pouvait replonger encore, que le jeu n'était pas fini. Ce matin-là, comme les autres, il avait les yeux qui picotaient, la peau râpeuse et sensible des gens qui ne dorment pas la nuit, les lèvres surtout, de cette sensibilité voluptueuse de plaies qui se cicatrisent. Il s'était couché, s'était laissé happer par le tourbillon, sans résistance. Il était descendu, mais, aussitôt, il était remonté,
il avait émergé à la surface. Il avait regardé, donc ses yeux étaient ouverts, le mur blanchi à la chaux, sur lequel se dessinait en noir son par-dessus pendu à des boules de bois jaune. Pourquoi se laissait-il déranger par cette histoire d'impératrice? Il fermait les yeux, plongeait, y mettait du sien, mais son élan manquait de force. Il ne trouvait pas la fluidité merveilleusement élastique de son sommeil du matin. Il émergeait encore, et, inconsciemment, il fixait son par-dessus, pensait à cette impératrice qu'il revoyait, les yeux et le cheveu noir. Il cherchait une ressemblance. Cela le tracassait. Il y en avait une, il le savait. C'était dans les yeux. Il faisait un violent effort, et, contre toute apparence, contre toute vraisemblance, il découvrait que l'impératrice ressemblait à sa seconde femme, à celle qu'il avait fuie. L'une était sèche comme un parapluie, et l'autre énorme et flasque. Mais cela n'avait pas d'importance. C'était dans les yeux, cette fixité, ce mépris inconscient, immense, superbe, cette ignorance peut-être de tout ce qui n'était pas elle, de tout ce qui ne se rapportait pas à elle. Il se retournait lourdement sur son lit dur, qui sentait la sueur. Il s'était réhabitué à l'odeur de sa sueur, comme quand il était enfant. Pendant trop d'années, pendant la plus grande partie de sa vie, il avait oublié l'odeur de la sueur, l'odeur du soleil, toutes les odeurs de la vie que les gens ne reniflent plus parce qu'ils vont à leurs affaires. Et il se demandait si ce n'était pas à cause de cela. Il touchait à une vérité, à une découverte. Il se trouvait déjà entre deux eaux. Mais il était à nouveau ramené à la surface, et il pensait « Je n'irai pas. » À quoi bon? Pourquoi faire? Il se souvenait de son air douloureux, de son « oh » enfantin, quand il l'avait prise pour la première fois, maladroitement, parce qu'il avait honte. Et chaque fois, depuis, chaque fois qu'il avait fait l'amour avec elle, en essayant pourtant d'être aussi léger que possible, il savait bien qu'elle avait le même regard. Il évitait de voir son visage. Il arrivait, à cause de cela, qu'au lieu d'être un plaisir, l'accouplement devint une peine. Il se retrouva assis sur son séant. Il dit non, voulut se recoucher, et, quelques minutes plus tard, il sortait du lit ses jambes nues, cherchait ses chaussettes flasques sur le plancher. Il fut tout surpris de voir qu'il était déjà 10 heures. Le panorama de Toit Rose n'avait pas, à cause de cela, le même aspect que les autres jours. Il commença à se raser. Puis, comme il laissait tomber un soulier, on frappa à la cloison. Son voisin, qui était croupier au casino et qui avait de fortes moustaches bleutées, le rappelait à l'ordre. Il descendit. Dans le couloir du rez-de-chaussée, il rencontra la bonne qui lui avait volé son argent, et qui le regardait, depuis, comme si elle lui en voulait. Il lui dit bonjour, en exagérant son amabilité, ne reçut qu'un salut sec, tandis qu'elle poussait un torchon mouillé sur les dalles. Il marcha jusqu'au plaza, mais avant d'y entrer, se sentant la bouche pâteuse, il alla boire un café dans un bar. Le palace était d'un blanc crémeux, avec des quantités de fenêtres entourées d'ornements, comme un gâteau. Il se demandait si le portier le laisserait passer. Il est vrai que c'était l'heure où venaient surtout des fournisseurs et des gens de service. Le hall était vaste et frais. Il s'approcha du bureau du concierge. « Je suis du Monico », se hâta-t-il de dire, comme l'autre, qui avait un écouteur téléphonique à l'oreille, le détaillait des yeux. « Allô ?
Oui. Ils arrivent par la route? Vers 2 heures. Bien, merci. Et à Désiré. Qu'est-ce que c'est? Le patron voudrait savoir ce que la dame qui était avec l'impératrice est devenue. Mensonge enfantin, ridicule, inutile. Madame Thérèse? Tiens, elle n'avait pas changé de prénom. Elle était devenue Madame Thérèse, comme il était devenu Monsieur Désiré. Mais lui, c'était un prénom qu'il avait chippé à une devanture. Elle est toujours ici? Non, je ne sais même pas où vous la trouverez. Ils n'ont pas été chics avec elle. Qui? Pas la police. La police a compris que c'était quelqu'un qui gagnait sa vie. Pauvre femme, elle paraissait si douce. Vous avez dû la voir, au Monico. Je sais que l'inspecteur de Paris y est allé cette nuit. Rien, bien entendu. Rien. Si j'avais été ici, je vous aurais téléphoné pour vous avertir à tout hasard. Quand j'ai su ça, j'ai engueulé mon collègue de nuit qui n'a pas pensé à le faire. On ne sait jamais. Je vous remercie. Je dirai au patron. Quant à Madame Thérèse, ils l'ont questionnée pendant 3 heures au moins. Ils lui ont fait monter à manger, car elle était épuisée. Je ne sais pas ce que l'inspecteur avait décidé à son sujet. Il avait prévenu la famille. Je parle de la famille de l'impératrice, car elle a un frère qui est dans les automobiles à Paris. Il représente, pour toute la France, une marque américaine. Le concierge saluait une mince anglaise en tailleur qui passait, à pas net, derrière Désiré. « Une lettre pour vous, miss. » Il la regardait s'éloigner. La porte, en tournant, faisait glisser un pan de soleil sur le mur. Bref, le frère a été averti. Il a aussitôt donné des instructions par téléphone à un avoué d'ici. Moins d'1 heure plus tard, des gens de loi se présentaient, qui exigeaient que les scellés fussent posés sur tout. Le chef d'étage, qui est entré plusieurs fois dans l'appartement pour leur servir à boire, m'a dit que c'était un drôle de spectacle. Ils avaient une peur bleue que la moindre chose disparaisse. On ramassait le plus petit objet, des bas, des mouchoirs, une pantoufle dépareillée. On enfermait tout ça dans les armoires et on y apposait les scellés. Il paraît que ces gens-là ont obligé la police à fouiller Madame Thérèse et que, s'ils l'avaient pu, ils auraient mis les scellés sur elle aussi. C'est à cause des bijoux, vous comprenez. On prétend qu'ils sont vrais. J'aurais juré, tellement il y en avait, que c'était des bouchons de carafe. Quel malheur si Madame Thérèse en avait emporté un petit. Tenez. Le coup de téléphone, quand vous êtes arrivé. C'est pour m'annoncer que le frère arrive tout à l'heure en auto avec un sollicitor. Ils sont en route, à rouler à tombeau ouvert. Allô? Non, elle n'est pas ici. Comment? Si, elle a toujours son appartement, mais elle n'est pas encore rentrée. Parce qu'il considérait Désiré comme quelqu'un du métier, il expliqua, sans dire de qui il s'agissait. Encore un numéro, celle-là. Elle ne rentre jamais avant 11 heures du matin, et elle reste couchée jusqu'à 10 heures du soir. Vous vouliez savoir ce que Madame Thérèse est devenue? Je l'ignore. Quand ils ont eu fini leur formalité, ils l'ont mise dehors. Il n'y a pas d'autre mot, sans rien lui laisser emporter. Pas même ses objets personnels qui sont sous scellés avec le reste. Elle avait juste son petit sac à main. Elle avait pleuré. Je la vois encore sur le trottoir. On comprenait qu'elle ne savait pas où aller, qu'elle était comme une bête perdue. À la fin, elle s'est dirigée vers la place Masséna. Si vous n'avez pas envie de rencontrer l'inspecteur, vous feriez mieux de ne pas vous attarder, car il doit venir à 11 heures. Je ne sais pas où ils ont emmené le corps. On l'a sorti cette nuit par le service. Il paraît qu'il doit être expédié en Amérique. Désiré, lui aussi, resta un instant dehors comme une bête perdue, et, ainsi que sa première femme l'avait fait, il se dirigea vers la place Masséna. Il inspectait machinalement les terrasses des cafés où on ne voyait encore,
sous les vélums, que peu de monde. Mais il n'avait guère l'espoir d'y rencontrer Thérèse. Elle avait dû se réfugier dans un meublé à bon marché, dans un de ces hôtels misérables des vieux quartiers, où du linge pend d'un côté à l'autre des rues, et où les petites filles aux derrières nues sont assises sur les seuils. Il traversa le marché aux fleurs, où l'on balayait déjà des brassées de tiges et de boutons, de pétales fanés qui prenaient une odeur de Toussaint. Quelle chance avait-il de la retrouver? Il ne l'espérait pas. Il ne savait pas s'il le désirait. Pourtant, on rencontre des gens qu'on ne s'attend pas à voir, puisqu'il frôla, sur un trottoir étroit, l'inspecteur qui marchait vite, sans doute pour être à 11 heures au Plaza, et qui se retourna, cherchant à se souvenir, puis poursuivit sa route. S'était-il mis en quête de Thérèse, lui aussi? Sans doute que non. Il devait savoir où elle était. Il marcha encore. Puis, à midi, il se retrouva place Masséna, et il s'assit à la terrasse d'un grand café où la plupart des guéridons étaient entourés de gens qui prenaient l'apéritif. On criait les journaux étrangers. Des cars, pleins de voyageurs en toilette claire, s'arrêtaient, repartaient, avec des rangs de têtes tournées toutes du même côté, exprimant toutes la même curiosité satisfaite et béate. Ce fut alors, brusquement, que, dans la foule, il aperçut Thérèse. Il faillit la laisser repartir, tant il était surpris. Elle s'était arrêtée au bord du trottoir, attendant que l'agent eût stoppé le flot de voitures. Il lui fallait payer sa consommation. Le garçon s'attardait à l'intérieur. Monsieur Désiré frappait la vitre avec une pièce de monnaie. L'angoisse s'emparait de lui, et pourtant il était incapable de partir sans payer. L'agent abaissait son bâton. Le garçon arrivait, un plateau chargé à la main, et le déchargeait aux tables voisines, en calmant son client pressé d'un « On vient ». Les piétons étaient éclusés. La queue s'effilait, et il n'y avait plus qu'un gros retardataire qui courait. L'agent levait son bâton. « Vous n'avez pas de monnaie ? » ?»« Ce n'est rien. » Trop tard. Il dut attendre. Il essayait de la voir dans l'ombre des marronniers du boulevard. Une fois, il entrevit sa silhouette vêtue de gris clair. Quand il put passer enfin, il s'élança, bouscula des passants, se retenant de courir, et enfin, à 50 mètres de lui, il la revit qui marchait lentement, comme quelqu'un qui ne va nulle part et qui feint de regarder les étalages. Il ralentit le pas. Il n'avait rien prémédité. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Il marchait de plus en plus lentement. 10 mètres, 5 mètres seulement les séparaient, et elle ne se doutait de rien. Elle était lasse. Peut-être cherchait-elle un restaurant. Le plus grotesque, c'est que ce fut devant une vitrine de pipe qu'elle s'arrêta en dernier lieu, et qu'il se trouva porté jusqu'à sa hauteur. Si bien que, faute d'avoir le courage de continuer sa route en détournant la tête, il appela machinalement « Thérèse ?» Elle tressaillit, se retourna, fronça les sourcils. C'était une expression qui était tellement à elle, et rien qu'à elle, que les années s'effaçaient, qu'il la retrouvait tout entière, telle qu'il l'avait connue. Une petite bête fragile, sans défense, que la peur fige au moindre bruit, qui se sait incapable de fuir, et qui, immobile, rentre un peu le cou, regarde avec une douceur étonnée fondre sur elle la méchanceté du monde. C'était à tel point ça qu'il en eut la gorge serrée, qu'un instant il y eut un voile devant ses yeux, qu'il la vit moins nettement. La mise au point se refit à nouveau, au moment précis où Thérèse, qui avait cherché fébrilement dans sa mémoire
découvrait enfin la vérité et laissait paraître sa stupeur. Elle ne pouvait pas encore croire que ce ne fût pas un nouveau piège, et elle paraissait prête à fuir. Elle balbutiait « Toi ?» Qu'est-ce qu'il lui disait? Il ne savait pas. Ils étaient dans la rue. Le soleil découpait les feuilles des platanes en ombres chinoises frémissantes sur le macadam. Des gens marchaient vite. Des autos glissaient à 2 mètres d'eux. Il voyait toutes les pipes de la devanture. Il parlait. « Je savais déjà que tu étais à Nice. N'aie pas peur. Je suis au courant. » L'étonnement agrandissait les yeux mauves. Car ils étaient mauves. Monsieur Monde se demandait si c'était déjà leur couleur autrefois. Il est vrai qu'il y avait du fard sur les paupières, un fard qui laissait de minuscules paillettes brillantes. Sous le menton, la peau était striée de rides très fines. Qu'est-ce qu'elle pensait en le revoyant? Écoutait-elle ce qu'il disait? « Je vais t'expliquer. Nous devrions auparavant nous asseoir quelque part. Je parie que tu n'as pas déjeuné. » Non. Elle ne parlait pas du déjeuner. Elle disait faiblement non pour elle-même, en secouant la tête. Peut-être croyait-elle que ce n'était pas possible? Peut-être protestait-elle contre la réalité de cette rencontre? Viens. Elle le suivait. Il marchait trop vite. Il devait l'attendre. Il en avait toujours été ainsi quand ils marchaient ensemble. Il avait l'air de la traîner en remorque, et, quand elle n'en pouvait plus, elle demandait grâce, ou bien elle s'arrêtait sans rien dire, en reprenant son souffle, et il comprenait. Pardon. Seulement, un peu plus tard, il recommençait sans le savoir. Il y avait, à un coin de rue, un petit restaurant avec quelques tables dehors. Une de ces tables, près d'une plante verte en pot, était libre. Asseyons-nous ici. Et il pensait, heureusement qu'il y a la rue, les passants, le garçon qui vient demander ce qu'on mange et retourner les verres sur la nappe. Heureusement qu'il y a toujours quelque chose d'étranger à nous, qu'on ne reste jamais face à face. Donnez-nous le menu, n'importe quoi. Vous mangerez des coquillages? Si vous voulez. Il y a de la brandade. Tiens, il se souvint qu'elle n'aimait pas la morue, et il dit non. Elle le regardait, toujours étonnée, et elle commençait seulement à le voir tel qu'il était. Leur situation n'était pas la même. Il avait eu le temps, lui, de l'observer pendant des heures, par le Judas du Monico. Ce qui devait le plus la surprendre, c'était son costume, car, depuis qu'il était devenu Monsieur Désiré, il avait adopté à nouveau le complet de confection acheté à Paris. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je t'expliquerai. Ça n'a pas d'importance. »« Tu habites Nice ?»« Oui, depuis quelque temps. » C'était trop long à dire, sans intérêt. Il regrettait déjà un peu de s'être montré à elle. Ce n'était pas ce qu'il avait projeté. Il voulait seulement savoir où elle habitait, afin de lui envoyer un peu d'argent. Il en gagnait. Il lui en restait de ce qu'il avait en poche au moment du vol. Elle était encore plus mal à l'aise que lui. Elle avait failli lui dire « vous ». Le tu était venu quand même, et c'était un peu comme s'ils se fussent trouvés nus en face l'un de l'autre. « Voilà, messieurs, dames. Et comme vin ?» Une bouffée d'un autre restaurant, de ces 3 étages de Mangeaille à Marseille, à cause du rose des crevettes, du gris-jaune des palourdes, du vin qu'on leur apportait et qui avait le même parfum. Quel cheminement depuis Paris! Il touchait la table pour prendre contact avec la réalité. Et Thérèse balbutiait,
de sa bouche que le phare vieillissait. « Tu as beaucoup souffert ?»« Non, je ne sais pas. Je ne comprenais pas. » Elle s'étonnait davantage, et ses yeux de petite fille toute vieillie, de petite fille aux joues qui s'écaillaient, ses yeux s'agrandissaient dans une interrogation candide. Comprenait-il maintenant? C'est cela sans doute qu'elle voulait dire. Ce n'était pas possible. Et pourtant, c'était un autre homme. Il s'était terni, lui aussi. Ses joues avaient cette mauvaise consistance des gros, qui ont soudain maigri. Il y avait du vide, à la place du ventre, dans son gilet. « Mange, » dit-il. Savait-il qu'elle avait faim, que depuis la veille, elle était dehors, sans un sou? Cela ne se voyait pas. Son manteau léger n'était pas fripé. Elle avait dû entrer quelque part, sans doute au casino, où on la connaissait, et peut-être le barman lui avait-il offert quelque chose. Elle mangeait. Elle s'efforçait de manger lentement, du bout des lèvres. Et voilà ce qu'elle disait. « Si tu savais comme ça me fait mal de te revoir ainsi. » C'était elle qui le plaignait, qui le trouvait misérable. Son front se plissait à nouveau tout menu. Comment cela est-il arrivé? Il oubliait de répondre tant il la regardait intensément. Pudique, elle ajoutait, elle avait presque peur d'être entendue. « Est-ce à cause de moi? » « Mais non, ce n'est rien, je t'assure. Je suis heureux. »« Je croyais que t'étais remarié. »« Oui. »« Ta femme? »« C'est moi qui suis parti. Ça n'a pas d'importance. » Et le garçon posait devant eux un plat de tripes bien grasse, au fort parfum. Elle n'y voyait aucun contraste, parce qu'elle avait faim. Mais Monsieur Monde avait de la peine à avaler une bouchée. « Il vient de m'arriver un malheur, » murmura-t-elle comme pour excuser sa fringale. « Je sais. »« Comment sais-tu » Et, soudain illuminé, « Tu es de la police ?» Il ne rit pas, ne sourit pas de cette méprise. Il est vrai qu'avec son complet terne, il avait assez bien l'air d'un modeste auxiliaire de la police. « Non, je suis quand même au courant de toute l'histoire. Depuis ce matin, je te cherchais. »« Moi ? » ?»« Je suis passé au Plaza. » Elle frissonna. « Ils ont été si méchants, » avoua-t-elle. « Oui. On m'a traité comme une voleuse. »« Je sais. On m'a pris tout ce que j'avais dans mon sac, et on m'a juste laissé un billet de 20 francs. Où as-tu dormi? Nulle part. Il avait eu tort de parler de cela, car elle ne pouvait plus manger, maintenant, tant sa gorge se serrait. Bois. Je me demande encore ce que tu fais ici. Je travaille. J'étais fatigué d'être là-bas. Pauvre Norbert. Il se glaça soudain. Elle n'aurait pas dû dire cela, de cette voix bêtement attendrie. Il la fixait durement. Il lui en voulait. Ils étaient à peine ensemble d'un quart d'heure, d'une demi-heure au plus, qu'elle ramenait tout au niveau de ses idées de femme. « Mange !» commanda-t-il. Oh, il comprenait bien sa pensée. Elle se replaçait, malgré elle, au centre du monde. Si elle prenait cet air de coupable, c'est qu'elle était persuadée qu'elle était la cause de tout. Et, au fond, tout au fond d'elle-même, sous ses expressions navrées, elle devait jouir de son triomphe. C'était elle, n'est-ce pas, qui l'avait fait souffrir en partant, et il avait eu beau se remarier, reconstituer un foyer, il n'avait jamais plus retrouvé le bonheur. Il aurait voulu la faire taire. Il aurait voulu s'en aller,
maintenant, en lui laissant de quoi manger, de quoi se débrouiller. Elle était méchante. Ce fut lui qui répondit méchamment. Non. Comme tu dis ça. Et le silence pesa entre eux, tandis qu'elle continuait à manger sans goût, sans appétit. Garçon, appela-t-il. Monsieur, vous me servirez du café. Pas de dessert? Pour madame, mais pas pour moi. C'était comme si elle eût sali quelque chose. Elle le sentit si bien qu'elle balbutia. Je te demande pardon. De quoi? J'ai encore dit une bêtise, n'est-ce pas? Tu me reprochais toujours de dire des bêtises. Ça n'a pas d'importance. Si tu savais le coup que ça m'a donné tout à l'heure, de te voir comme ça. Moi, c'est ma faute. Et puis, il y a longtemps que j'y suis habitué. Ce n'est pas la première fois que je me retrouve où j'en suis. Mais toi, ne parle plus de moi. Pardon. Je suppose que la police t'oblige à rester à Nice. Comment le sais-tu? Jusqu'à ce que leur enquête soit terminée, oui, et je ne sais quelle formalité. Il prit son portefeuille dans sa poche, et ce geste le fit rougir. Tant pis, il le fallait. Il s'assura que le garçon, campé devant la porte du restaurant, ne les regardait pas. Il faut que tu trouves à te loger. Norbert, prends. Elle avait des larmes plein les cils, des larmes qui ne coulaient pas, qui n'arrivaient qu'à fleur de peau, sans trouver le chemin de la délivrance. Tu me fais mal. Mais non, attention, on nous observe. Elle renifla 2 ou 3 fois, et, dans un geste qu'il commençait à connaître, elle éleva son sac à main, ouvert jusqu'à la hauteur de son visage, afin de se repoudrer. « Tu vas déjà me quitter ?» Il ne répondit pas. « C'est vrai que t'as sans doute ton travail. Je n'ose même pas te demander ce que tu fais. »« Peu importe. »« Garçon !»« Monsieur ?»« L'addition. »« Tu es pressé ?» Il l'était. Il avait les nerfs à fleur de peau. Il se sentait aussi capable de s'emporter que de s'attendrir. Il avait besoin de se retrouver seul et surtout de ne plus la voir, elle, avec ses yeux candides, son cou plissé, devant les yeux. « Cherche une chambre tout de suite et repose-toi. »« Oui. »« À quelle heure dois-tu te présenter à la police ? » ?»« Pas avant demain. Ils attendent la famille. »« Je sais. » Il se levait. Il comptait qu'elle resterait encore assise un moment à la terrasse où elle n'avait pas fini de boire son café. Cela lui donnerait le temps de s'éloigner. C'était facile. Mais elle se levait aussi, attendait, debout près de lui. « De quel côté vas-tu ? » ?»« Par là. » Du côté de la place Masséna. Du côté de son hôtel. Il ne voulait pas, il ignorait pourquoi, qu'elle sût où il logeait. Elle marchait à nouveau à sa remorque. Il allait vite. Elle finit par comprendre qu'elle ne devait pas insister, et elle ralentit le pas, comme un coureur qui abandonne. Mais elle eut le temps de lui souffler. « Va, je te laisse aller. Je te demande pardon. » Par maladresse, parce qu'il ne savait comment s'y prendre, il ne lui dit pas au revoir. Les tempes lui battaient, tandis qu'il s'éloignait dans le soleil. Il avait conscience de se conduire cruellement. « Je te demande pardon. » Cette fois, il en était sûr, elle ne faisait pas allusion au passé, ni à tout ce qu'il aurait pu lui reprocher. C'était de l'immédiat qu'elle parlait, de leur entrevue ratée, de son impuissance, à elle, à se comporter comme il l'aurait voulu.
il attendit d'être très loin pour se retourner. Elle n'avait fait que quelques pas et s'était arrêtée, par contenance, devant une maroquinerie. Les gens qui passaient ne savaient pas. Ce n'était qu'une femme comme les autres. Et lui n'était qu'un homme pressé, comme on en voit se rendre à leur travail. Il atteignit le Gerlis, aperçut Julie qui déjeunait en compagnie de Charlotte, près de la baie ouverte. Il ne pouvait pas entrer à l'hôtel sans être vu, et il passa par la brasserie. « Tu es déjà sorti ?» questionna-t-elle sans s'interrompre de manger. Le pli vertical se dessina au milieu de son front. « Il se passe quelque chose ?» Il se contenta de grommeler. « Je vais dormir. »« À ce soir ?»« Oui. » Dans l'escalier gris, seulement, il comprit le sens de cette « à ce soir ». Il en fut troublé. Pourquoi avait-elle demandé ça? Est-ce que tout était déjà remis en question? Il trouva la bonne en train de faire sa chambre et la mit dehors, presque grossièrement, contre son habitude. Il se coucha, ferma furieusement les yeux, mais rien n'était à sa place. Ni l'ombre, ni la lumière, ni les bruits, ni même les moineaux piailleurs. Et tout son être s'impatientait dans les limbes grisâtres.